Retour dans la semaine de l'écho sur France 24 et je suis toujours en compagnie de Céline Antonin, économiste à l'OFCE. Avec nous aussi Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe, et Isabelle Thomas, députée européenne et membre du mouvement Génération S. Ces annonces étaient attendues depuis plusieurs jours. 5 mois après le début de la crise des Gilets jaunes en France, Emmanuel Macron a présenté une série de mesures issues du grand débat national. Objectif, éteindre la contestation populaire à l'approche des élections européennes. Sur le plan économique, le président de la République a notamment proposé de réduire l'impôt sur le revenu de manière significative. Une baisse d'environ 5 milliards d'euros qui pourrait être financée par la suppression de niches fiscales et un allongement de la durée de travail durant la vie active. On écoute Emmanuel Macron ainsi que quelques réactions de Gilets jaunes. Celles et ceux qui travaillent, qui payent l'impôt sur le revenu, ont été largement mis à contribution durant les dernières décennies. Je serai donc simple, je ne veux pas de hausse d'impôt et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Les éléments projetés étaient quand même la baisse de la TVA, ou justement la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, qu'il n'a pas fait, les a augmentés. C'était la baisse des tarifs ERDF, d'électricité et de gaz, qu'il a augmenté en mars, qui augmente au 1er juin. Enfin, comme d'habitude, il essaye de nous endormir, il nous balade et puis ça y est, il croit que ça va passer, quoi. Il fait un petit tour d'horizon de certaines des revendications, il fait semblant d'y répondre. Je vous ai entendu, oui, les abus, les privilèges des hauts fonctionnaires, des ceci, des cela. Mais concrètement, il ne propose rien pour changer tout ça. Vous d'abord, Isabelle Thomas, la baisse de l'impôt sur le revenu, est-ce une réponse à la question de l'injustice fiscale qui est revenue dans le grand débat et les revendications des Gilets jaunes? Je crois qu'il y a une sorte d'entêtement, un refus obstiné d'écouter la question de l'égalité, enfin de la remise en cause des inégalités plutôt et des privilèges. Parce que l'impôt sur le revenu, d'ailleurs c'est ce que dit l'un des Gilets jaunes, l'impôt sur le revenu n'est pas l'impôt le plus inégalitaire, pardon de le dire. L'impôt le plus inégalitaire, c'est effectivement la TVA. Donc il aurait fallu, selon vous, toucher à la TVA plutôt que l'impôt sur le revenu. Absolument. Et l'impôt sur le revenu, on aurait pu le toucher, mais en augmentant le nombre de tranches. Ça aurait été plus égalitaire, puisque c'est l'impôt le plus juste finalement. Et puis en plus, pour ceux, il le dit d'ailleurs, il dit pour ceux qui travaillent, mais que faire de ceux qui ne travaillent pas dans cette histoire? Ils n'ont finalement, et qui sont finalement les plus malheureux, les plus en difficulté, eh bien eux, la baisse de l'impôt sur les revenus, ça ne les touche pas du tout. Pire, ça va probablement, comme il le dit plus tard dans son intervention, diminuer la dépense publique et donc diminuer les services publics. Donc je pense que là, c'est double peine. Ce n'est pas une réponse, Jean-Marc Daniel, cette baisse de l'impôt sur le revenu? Je pense que c'est une réponse dans la mesure où, effectivement, la révolte est une révolte antifiscale. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous regardez les grandes tensions sociales qu'il y a eu dans ce pays sur les 50 dernières années, que ce soit mai 68 ou même 95 et tout ça, il y avait une sorte d'affrontement autour des salaires et un affrontement entre le patronat, le monde de l'entreprise et les salariés. Ici, véritablement, l'exaspération, elle est centrée sur l'État et sur le matraquage fiscal, parce que Macron, il est victime aussi de ce matraquage fiscal qui est en place depuis 2011, qui a pris un tour quasiment ubuesque sous Hollande et qui continue et qui s'est développé. Et la réponse avait été initiée avec le fait de l'abandon de la taxe sur l'essence, puisque l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même une révolte contre l'augmentation du prix de l'essence au travers de la taxe carbone, enfin de la taxe sur les carburants, amplifiée par l'histoire des 80 km/h. Pour vous, là, c'est une réponse, baisser l'impôt sur le revenu? Alors, c'est une réponse, mais c'est une réponse qui est à côté de la plaque, parce que je pense que... Insuffisante, donc? Oui, non, c'est pas qu'elle est insuffisante, je pense que c'est pas un bon outil, parce que... il aurait fallu faire quoi, selon vous? L'impôt sur le revenu est payé par une minorité maintenant de la population, mais même les gens qui sont inactifs le paient, hein, les retraités paient l'impôt sur le revenu. Et je pense qu'un véritable enjeu, c'est effectivement, encore une fois, de redonner du pouvoir d'achat. Et ça ne redonne pas du pouvoir d'achat, cette... Mais ça donne du pouvoir d'achat en creusant la dette publique ou en la retirant. Véritablement donner du pouvoir d'achat, c'est augmenter la production, augmenter la dynamique de croissance. Et ça passait par une baisse de l'impôt des entreprises. Donc je crois que la bonne réponse aurait été de baisser les impôts des entreprises. Pourtant, l'impôt des entreprises a déjà baissé. Il a déjà baissé, mais l'OCDE recense 233 points d'entrée fiscaux pour les entreprises
entreprises. Oui, mais toutes les entreprises ne payent pas. Ne paient pas. Mais oui. et c'est un point tel, si vous voulez, que notre gouvernement l'a senti, puisqu'ils ont fait voter un droit à l'erreur. On a une telle complexité, de telles exigences fiscales vis-à-vis des entreprises, qu'on a le droit de ne pas comprendre ce que l'on doit. Donc c'est On revient aberrant. sur cette question de fiscalité avec vous, Céline Antonin. Je vous laisse peut-être d'abord répondre sur cela. Allez-y. Oui, alors de manière générale, donc pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc Daniel, c'est vrai qu'il faut rappeler que depuis 2011, le taux de prélèvement sur les ménages, il est passé de 25,5% justement à plus de 28%. Donc on a eu 3 points d'augmentation, ce qui est quand même assez considérable, alors que dans le même temps, le taux d'imposition sur les entreprises, mais il a quand même peu augmenté, je veux dire, par rapport aux ménages. Donc il y a eu quand même une relance par l'offre, une politique d'offre qui a été menée. Alors actuellement, on a l'impression qu'il y a un petit recentrage vers une politique de la demande, puisqu'on veut un peu soutenir le pouvoir d'achat. Moi, sur cette réforme, pour l'instant, je suis très circonspecte, parce que quand on parle de baisser l'entrée dans l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on baisse pour tout le monde? Est-ce qu'on peut, par cette réforme-là, cette baisse de l'impôt sur le revenu, rendre l'impôt encore plus progressif et plus juste? Certains réclament davantage de tranches. Est-ce qu'on irait vers si cela? on a davantage de tranches, par définition, on va vers plus de progressivité. Alors, disons que en termes de justice, vous savez, les critères, c'est toujours un peu difficile à définir, parce que l'impôt sur le revenu, il est par définition progressif. Chacun contribue en fonction de ses moyens. Et contrairement à un impôt proportionnel, là, c'est effectivement, vous payez de plus en plus au fur et à mesure que vous avez plus. Moi, je pense qu'un des problèmes, c'est que, effectivement, ce qu'on avait d'ailleurs mesuré à l'OFCE, c'est qu'on avait avant les mesures qui ont été annoncées en décembre 2018, finalement, ceux qui supportaient l'essentiel de la fiscalité, c'était les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assez riches pour avoir les baisses, le remplacement de l'ISF par l'IFI, justement, et ceux qui n'ont pas bénéficié justement de l'impôt, justement, de cette baisse d'impôt sur les revenus du capital, parce qu'ils ne sont pas assez riches, mais quelque part, ils payent quand même l'impôt sur le revenu, et eux ont finalement été, entre guillemets, les grands perdants de la réforme. Mais finalement, et ils le resteront avec cette baisse de l'impôt sur le revenu? Alors, disons que ça dépend de la manière dont ça va s'appliquer, mais c'est vrai que de manière générale, on a 43% maintenant des gens on a 43% des ménages qui paient l'impôt sur le revenu. Donc on a une assiette quand même qui est faible, qui est restreinte. Et donc ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a aussi un problème à faire reposer sur une frange toujours minoritaire de la population le paiement justement de l'impôt. Et en même temps, on voit bien que c'est ceux qui ne sont pas assez riches, mais pas assez pauvres. Donc je pense qu'on répond à une partie du mouvement des Gilets jaunes, mais on ne répond pas à l'ensemble des préoccupations. Donc Isabelle Thomas, je pense que c'est surtout les plus... Pardon, je termine juste. Je pense que effectivement, il aurait fallu mettre à contribution. Enfin, il faut voir comment c'est fait, mais à la limite, si on doit faire des tranches marginales supérieures, c'est surtout pour les très hauts revenus. Donc davantage de tranches pour les très hauts revenus, selon vous. Voilà, et pas forcément encore dire un seuil à 3 000 euros, parce qu'à 3 000 euros, on n'est pas forcément très très nanti et très riche. Entre quelqu'un qui a 3 000 euros et quelqu'un qui en a 15 000, il y a quand même une différence. Donc Isabelle Thomas, on finance ces baisses d'impôts, selon vous, par des impôts plus importants pour les plus riches? Ce n'est pas en tout cas ce que peut vouloir le gouvernement. Non, pas du tout. Mais en tout cas, je pense, moi d'abord, qu'on ne choisit pas le bon impôt. C'est-à-dire qu'on choisit finalement de réduire l'impôt, comme vous venez de le dire, celui qui est le plus juste, le plus progressif. Mais est-ce qu'on peut le rendre encore plus? Deuxièmement, puisque la TVA, tout le monde la paye, quels que soient vos revenus. Vous la payez de la même manière. De même que... Est-ce qu'on peut se permettre de la baisser aujourd'hui? La TVA, oui. Il faudrait le faire. Il faudrait baisser la TVA. Alors, et on compense comment? Comme le problème qu'on a, c'est comme on a, soi-disant parce que c'est indolore, finalement assis les recettes de l'État essentiellement sur la TVA. Maintenant, on est coincé parce que si on la touche, évidemment, on touche au cœur des recettes. Mais moi, quand je parlais de ceux qui ne travaillent pas, évidemment, je ne parlais pas des retraités, je parlais des chômeurs. Enfin, je veux dire, là où je ne suis pas d'accord avec vous, M. Daniel, c'est que les Gilets jaunes ne demandaient pas des baisses d'impôts de manière générale, ils demandaient de la justice fiscale. Ils demandaient justement, ils ont l'impression... Le retour de l'ISF, par exemple. Par exemple, le retour de l'ISF, absolument. Qui aurait pu l'être. Le retour de l'ISF, moi j'aurais fait le retour de l'ISF, l'augmentation des tranches de l'impôt sur le revenu, la baisse de la TVA, notamment sur les produits pas seulement de première nécessité comme on dit, mais toute une série de produits de consommation courante qui devraient être la question exonérés. C'est est-ce que la détestation des riches, c'est de la justice? Je veux dire, mais c'est pas une détestation, c'est de la... Dire aux gens, écoutez, vous avez accumulé de la fortune par votre mérite, manière. par votre talent, vous avez réussi à créer une dynamique entrepreneuriale et vous allez maintenant payer de plus en plus. Mais est-ce vraiment la question qui se pose? Non, mais la question qui se pose, c'est le mot qui est avancé, c'est justice fiscale. Oui, justice. Je pense que effectivement, les grands enjeux, c'est la justice fiscale. Alors, il y avait la dimension respect aussi, on nous respecte pas, et puis il y avait la dimension, on nous laisse pas nous débrouiller. Bon,
ce qu'il y a de très difficile dans ces revendications, outre le fait qu'elles sont assez floues et que le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose d'assez difficile à cerner, les revendications sont très imprécises et très Mais difficiles. revenons juste sur cette question de fiscalité, parce qu'on n'a pas Oui, le temps moi, d'aller... oui, oui, au-delà. non, mais sur cette Céline question de Antonin, fiscalité, vous- J'aurais aimé qu'il conclure. parle de la taxe robot. Parce que même, bon, je prends ce Très terme-là. brièvement, on va laisser quand même Jean-Marc je conclue en Daniel disant, répondre, et puis Céline à partir Antonin. du moment où ces revendications sont floues, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que cette fiscalité soit effectivement relativement rationnelle, y compris sur le plan économique. Elle ne l'est pas selon vous? Et elle ne l'est pas parce que, encore une fois, quand on a très peu de croissance, la priorité, c'est de retrouver une fiscalité qui génère de la croissance et donc qui se tourne vers les gens qui sont à l'origine de la croissance, c'est-à-dire les entreprises. Céline Non, mais Antonin, vous voulez répondre? sur la suppression de l'ISF, il y avait cette idée qu'il fallait que l'investissement productif, justement, puisse se développer et justement orienter l'investissement vers le productif, c'est-à-dire pas le mobilier plutôt que l'immobilier. Après, il faut évaluer la mesure, c'est-à-dire Donc vous voir êtes si elle a d'accord vraiment avec eu la des effets. proposition d'Emmanuel Macron qu'il faut attendre, on évalue en 2020 la mesure et après en on tout cas, décide? c'était l'esprit de la réforme, sauf que la contrepartie de ça, c'est que effectivement, en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat, c'est effectivement le centile supérieur, et je dis bien le centile supérieur qui en a bénéficié. C'est pas du tout les 25%, c'est vraiment le 1%. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faudrait pas effectivement ne favoriser qu'une catégorie de la population c'est infime, pourtant ce qui parce se que fait. ça alimente effectivement ce sentiment d'injustice fiscale. Mais de la même façon, il faut pas non plus matraquer, je vous dis, le haut de la distribution, parce que comme vous dites, bon, il y a quand même des questions aussi de réussite. Il faut que le travail paye, que la méritocratie est quand même s'applique. Mais là, les écarts, voilà, les donc, écarts ne c'est font bête, que comment s'élargir. Donc on est loin du fait de voir tout le monde sur le même... Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on a vraiment des vieilles recettes, toujours les mêmes, qui sont des recettes libérales. Et surtout, on n'invente rien. La taxe robot dit comme ça... Évidemment, on va pouvoir la critiquer dans tous les sens, mais il n'empêche qu'il va bien falloir se poser la question de savoir comment, en substituant des emplois par la mécanisation, par la numérisation, on va... C'est une source de financement selon Ah vous? bah évidemment que c'est une source... Enfin, pour l'instant, ça l'est pas. Mais il va bien falloir que ça le devienne. Parce que sinon, on va produire de la Donc richesse. une nouvelle taxe en Là, plus des on taxes va qui existent déjà. produire de la richesse sans salaire, sans cotisation sociale. Donc on a quand même un problème à résoudre. Et puis surtout avec une potentielle disparition d'un certain nombre d'emplois, puisque effectivement, il y a des études alarmistes sont sur une forte disparition des emplois. J'allais dire les études un peu moins alarmistes, c'est un peu Ça moins, sera le mot de la on fin. est entre 9% et 47%. Juste un mot, il y en avait déjà en disparition 1820 des études alarmistes sur la disparition des emplois. Oui, Ça s'appelle la manuelle. Non, mais là, on vient de sortir, On commence un c'est nouveau débat. Je vous 16% pour la propose France. de Pardon. revenir une prochaine fois sur France 24 pour en parler. C'est donc la fin de bien. cette émission. Je remercie Isabelle Thomas, Céline Antonin et Jean-Marc Daniel d'y avoir participé. Merci bien sûr à Farah Bouchrak de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'info continue sur France 24.